Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Jean-Claude Mailly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, secrétaire général de Force ouvrière. Vous avez suivi, j'imagine, avec attention hier cette première manifestation contre les ordonnances pénicaux visant à réformer le Code du travail. Quand on voit les chiffres, c'est toujours cette bataille, cette guerre des chiffres. 223 000 personnes dans les rues selon la police, 400 000 selon la CGT. Je parle à l'expert, comme toujours. Dans cette guerre des chiffres, la vérité est un peu au milieu. Oui, écoutez, ces 3 derniers jours, je n'ai fait aucun commentaire parce que j'ai une habitude, c'est pas la mienne, c'est une habitude de l'organisation. On ne commente pas avant les manifestations, même y compris quand nous n'appelons pas. Hein. Donc, bon, maintenant c'est le jour d'après. Hein. C'est le jour d'après, donc voilà. Donc c'est le jour d'après. Je pense que c'est en dessous de ce qu'aurait souhaité l'organisation qui appelait, à savoir la CGT. Hein. Bon, alors bon, il y a eu un peu de monde, mais autour de 200, 250 000, j'en sais rien, hein, exactement, selon les chiffres de la police, beaucoup plus selon la CGT. Mais ça, c'est un schéma classique du monde, mais pas les grandes foules, quoi. Pas les grandes foules. Pour les observateurs, pour certains observateurs, c'est un échec. Et en même temps, quand on écoute Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, il dit que c'est une première qui s'annonce réussie. Vous ne pourrez pas en dire de même, vous. C'est pas réussi, donc c'est... je pense, j'ai pas eu la discussion avec Philippe Martinez sur ce qu'il espérait, mais je pense qu'ils espéraient plus pour cette première journée. Maintenant, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y avait personne dans la rue, c'est évident. Hein, donc, bon, la CGT rappelle à une journée nouvelle de mobilisation le 21 septembre, je crois. Bon, ils regarderont ce qu'ils feront le 21 septembre. D'ailleurs, sur le 21 septembre, parlons-en un petit peu, Jean-Claude Mailly. Il y avait jusqu'à aujourd'hui un aller, on ne savait pas trop ce qu'allait faire FO, participer ou pas à ce deuxième round de mobilisation. Est-ce que c'est acté chez vous, vous y serez, vous n'y serez pas? Écoutez, vous savez que Force ouvrière est une organisation où la liberté et l'indépendance, c'est pas un vain mot. Hein. Il y a eu hier des militants de FO qui étaient, dans l'action. Bon, le 21, il faut savoir aussi qu'on s'est rencontrés, les secrétaires généraux et présidents, les 5, à 3 reprises depuis le mois de juin. CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC. On s'est vu 3 fois. On a débattu. La dernière fois, c'était le 5 septembre. Et on a discuté des suites. Philippe Martinez nous a dit qu'il envisageait, lui, une manifestation avant le 23 septembre. Et on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc, pour le bureau confédéral de FO... Oui, parce qu'il y avait une incertitude. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire le bureau FO ne sera pas présent le 21 septembre. Le FO n'appelle pas à manifester le 21 septembre. Ça, c'est une info qui est nouvelle. Donc, c'est officiel, c'est acté. Il n'y aura pas FO. En tout cas, FO n'appelle pas. Il y aura peut-être encore quelques-uns qui y seront, mais le bureau confédéral n'appelle pas à manifester le 21 septembre. Bon, voilà qui est officiel. Si on revient sur les chiffres, Jean-Claude Mailly, si on revient un petit peu en arrière lors de la première mobilisation contre la loi travail en 2016, en mars 2016, il y avait le même niveau de mobilisation, ce qui fait dire à certains que c'est peut-être de bon augure pour les prochaines manifestations. La CGT le 21, sans FO, on a compris, ou celle de la France insoumise du 23 septembre. On regardera, mais bon, la manifestation du 21, ça l'appel d'un syndicat. Hein. Le 23, c'est pas l'appel d'un syndicat, c'est l'appel d'un parti politique ou d'un mouvement politique, je sais pas comment il faut l'appeler, c'est autre chose. C'est un week-end et c'est à l'appel, c'est une manifestation de caractère politique. Hein. C'est même pas sur les ordonnances, c'est surtout, quoi. Bon, mais ça, ils sont dans un rôle politique, on est loin du syndicalisme. Là. Bon, donc vous ne regrettez pas du tout de ne pas avoir participé à la manif? Non, écoutez, c'était la position que nous avions arrêtée. Je rappelle que, et on en a débattu entre organisations syndicales, entre secrétaires généraux à différentes reprises, je rappelle que le choix qu'a fait Force ouvrière sur la concertation, pendant 3 mois, on a discuté pied à pied. On va en parler. Voilà, donc c'est le choix qu'on a fait. Bon, d'autres ont fait un autre choix, chacun est libre, mais on n'avait pas la même stratégie, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Quelques fédérations, vous l'avez dit, alors j'ai pas le nombre, j'ai lu 8 fédérations, les transports, la chimie, FO, fédération FO, section FO et celle de l'équipement, étaient dans le cortège des manifestants hier. Ça vous dérange pas? C'est pas parce que ils ont pris leurs responsabilités. On en discutera dans les instances de l'organisation. Mais en même temps, c'est pas parce qu'une structure appelle que tous les adhérents de la structure vont dans la rue. Heureusement d'ailleurs, on n'est pas alarmé. Hein, bon, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai vu ici ou là, les structures avaient appelé. C'est pas pour autant que tous les adhérents sont venus, quoi. C'est évident. Et quand Philippe Martinez hier demande à ce que le gouvernement entende le message de la rue, c'est pas peine perdue, c'est pas trop tard. On a Muriel Pénicaud ce matin sur BFM TV qui dit non, le gouvernement il ne reculera pas. On la voit chez Bourdin.
Vous en pensez quoi? Je pense que oui, je suis pas surpris de la déclaration du gouvernement. Ils ont annoncé leur texte. Il y a eu 3 mois de discussion. Alors, je rappelle qu'il y a des points qu'on condamne dans ce texte. Dans les instances consultatives, on a même voté contre. Oui, les indemnités. Puis il y a des trucs. Enfin, moi, j'attends d'ailleurs avec impatience, je dirais. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sortira. L'avis du Conseil d'État, parce que moi, il nous semble, les juristes VFO, il semble que il y a. Sur quel point je vais prendre un exemple. On a parlé à un moment donné de simplifier le licenciement pour les questions de forme, ce qu'on appelle le droit à l'erreur, qu'un employeur qui ferait vraiment une question de forme ne soit pas obligatoirement cartonné là-dessus. Donc, on va mettre en place un document CERFA. On dit, OK, c'est pas bête, ça peut simplifier certaines choses. Mais à la fin, ils nous ont rajouté à la demande du patronat la possibilité d'être pas seulement sur la forme, mais sur les motifs du licenciement. Ah. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Ça veut dire que pendant 15 jours, l'employeur peut modifier ses motifs, etc. Voilà. Il y a plusieurs exemples comme ça. J'attends de voir ce que va en dire le Conseil d'État sur le plan strictement juridique. Et nous, on travaille actuellement aussi. Vous savez, les concertations ne sont pas finies. On est en train de travailler sur les décrets, qu'il y a des décrets qui Justement, les décrets. Laurent Berger, qui ne participait pas comme vous aux manifestations hier, veut faire évoluer donc les décrets d'application des ordonnances. Donc c'est pas un vœu pieux à vous écouter? Non, écoutez, tant que c'est pas fini, comme je dis. Donc c'est à la fois, voilà, tout à fait. C'est à la fois sur, par exemple, les moyens des institutions représentatives du personnel. Ça, on ne sait pas. Puis il y a toute une autre série de décrets d'application qui doivent sortir. Donc, il y a moyen de rééquilibrer les choses? Ça peut même modifier. Il y a 2 choses qui peuvent éventuellement permettre de modifier. C'est à la fois les décrets, puisqu'ils ne sont pas publiés, ils ne sont pas sortis. Donc là, c'est sur le contenu. On essaie de peser sur le contenu de ces décrets. Puis éventuellement, ce que pourra dire ou pas dire, j'en sais rien. Mais il y a des décrets sur les ordonnances. Ça, pour le coup, oui, il y a des décrets prévus. Je prends l'exemple des moyens des institutions représentatives du personnel, ce qu'on appelle la structure fusionnée. Ça veut dire quoi? Combien de délégués dans les structures? Combien d'heures de délégation? Ça, on le sait pas aujourd'hui. C'est pas sorti. C'est un exemple parmi d'autres. Alors vous étiez, on s'en souvient, en première ligne contre la loi El Khomri. C'est intéressant parce que aujourd'hui, quand même, les ordonnances, elles vont plus loin que ce que prévoyait, ce qu'a prévu la loi El Khomri. Vous n'avez pas appelé à manifester. Vous comprenez, c'est des questions qui reviennent souvent, des gens qui disent mais pourquoi est-ce qu'il a changé de ligne et qui cherchent de la cohérence dans ce revirement que certains qualifieraient de changement de ligne. Non, écoutez, on a je parle pas avec vous, mais y compris par exemple avec la CGT, on n'a pas du tout la même analyse sur une partie des textes. Je dis bien, il y a une partie importante qu'on condamne, et qui font qu'on a voté contre dans les organismes consultatifs. Mais je vais prendre un exemple, la branche. Certains disent oui, c'est la poursuite de la loi El Khomri. Je suis désolé. C'est une des concessions que vous avez obtenues. Oui, vous pouvez le dire. Oui, on a beaucoup poussé là-dessus dès le départ de la concertation. J'ai même dit à l'époque au gouvernement, si on va arrêter la concertation si ça bouge pas. Bon. Aujourd'hui, on a revalorisé le rôle de la branche. C'est ça que ça garde la main quasiment sur tout, sauf sur l'organisation du travail, c'est ça? L'organisation du travail, c'était déjà le cas avant. Ouais. Non, le temps de travail, ça, la loi El Khomri n'a pas bougé. Ça, on a toujours la revendication de l'abroger. Mais on n'a pas étendu la loi El Khomri, sur le temps de travail, à d'autres thèmes. Après, il pourra y avoir des accords d'entreprise. Là aussi, il y a une notion juridique qu'il faudra préciser. Ça veut dire quoi? Garantie au moins équivalente. Je crois que ça va générer beaucoup de contentieux, ce genre de choses. Bon, mais un accord d'entreprise qui devra être un accord d'entreprise à 50%, ce que réclamait et obtenu la CGT en 2008 au passage. Bon, donc on a préservé le rôle de la branche. Et on a une différence entre nos 2 organisations qui est ancestrale, je dirais. Eux croient surtout à la loi, ce qui a expliqué que longtemps ils ont été politisés. Nous, je dis pas que la loi est inutile, mais nous on croit au contrat. Et moi je fais confiance aux négociateurs FO dans les branches qui vont travailler sur ces questions. Donc ça fait partie des concessions que vous avez obtenues. Ça fait partie des le rôle de la branche aussi, la hausse des indemnités légales de licenciement. Vous vouliez 100%, une hausse de 100%, un doublement, vous avez 25. C'est pas assez, 25, mais bon, mais c'est une augmentation, mais pas suffisante. Il faut bien comprendre. Oui, mais c'est comme ça, ce sera 25 et c'est fini. A priori, oui, ça, mais ça signifie quoi? Ça signifie que ça fait 1 million de personnes. Dans les statistiques actuelles, c'est beaucoup, mais c'est tous ceux qui sont victimes d'un licenciement ou qui ont une rupture conventionnelle. Donc, eux verront leur indemnité légale augmenter de 25%. J'entends parfois des commentaires dire « Oui, mais ça change rien parce que l'indemnité conventionnelle est au-dessus. » Il faut regarder les chiffres. La moitié des conventions collectives reprend comme base d'indemnité conventionnelle l'indemnité légale. Donc, c'est-à-dire que dans la moitié des conventions collectives, il va falloir renégocier pour avoir une indemnité conventionnelle plus élevée. Qu'est-ce qu'on a évité de pire grâce à Force ouvrière? On a évité par exemple le passage pour les plans sociaux de 10 à 30. C'est-à-dire que c'était une demande des employeurs. Éviter que la négociation se fasse sans organisation syndicale jusqu'à 300 salariés. On a obtenu le statu quo sur cette question-là. Ça veut dire que à partir de 50 salariés, ce sont bien les organisations et non pas un délégué du personnel.
Non, pas un délégué du personnel. Hein, ça, ce sera pour les entreprises plus petites, etc. Exactement. Voilà, ça fait partie des choses qu'on a évitées. Il y en a eu d'autres, mais ça fait déjà partie des choses qu'on a évitées. Et qu'est-ce qui reste pour vous qu'il y a de pire, justement, dans les ordonnances? Il y a effectivement l'incertitude. On n'était pas demandeur d'une fusion des institutions représentatives du personnel, donc l'incertitude des moyens, ça c'est toujours un problème. La question des indemnités de licenciement, même si je suis persuadé, ce que j'ai toujours expliqué depuis des années là-dessus, que comme il y a des cas de dérogation indispensables et qu'on a même alourdi un peu la liste des dérogations possibles, vous allez voir. Lesquelles, en l'occurrence? Il y a harcèlement, au plafond de discrimination, atteinte aux libertés fondamentales. Ouais. Voilà. Donc, il y a plus de salariés. Permettent de déroger, de contourner, justement. Oui, mais vous verrez que les avocats conseilleront les salariés pour râler sur ces questions-là, qui ne seront pas beaucoup plus simples pour les employeurs, quoi qu'ils en pensent, hein, d'une manière ou d'une autre. Et puis, quelques points juridiques, ceux que j'évoquais tout à l'heure, ou la possibilité demain aussi, au-delà des cas habituels d'accords dits de compétitivité de l'emploi, de pouvoir imposer l'accord collectif dans certains cas au contrat de travail. Et ça, j'attends sur cette question-là aussi de voir ce que va en penser le Conseil d'État, parce que j'avais cru comprendre que sur le projet de loi habitation, le Conseil d'État n'était pas très chaud là-dessus. Ces ordonnances ne sont pas la case du code du travail, ça ce sont vos déclarations, mais malgré tout, ça reste une régression sociale pour vous. Il y a des éléments de régression sociale importants, oui. Non, quand je dis c'est pas la case du code du travail, enfin, le code du travail disparaît pas. Je rappelle que dans le code du travail, il y a plein de trucs avec lesquels on n'est pas d'accord non plus. Hein. Donc, le modèle en tant que tel reste. Alors, il y a des remises en cause, c'est clair, qu'on n'accepte pas, mais c'est pas un coup d'état social, quoi. Il faut arrêter, quoi. Bon. Et vous croyez en ces effets? Alors on dit qu'à moyen long terme, évidemment, ça permettra d'embaucher plus, mais qu'à court terme, ça pourrait entraîner plus de licenciements. On peut ne pas l'exclure, parce que là, c'est un des points qu'on conteste. Il pourra, dans certains cas, être plus facile ou plus rapide de licencier. Il y a peut-être des employeurs qui en profiteront. Ça n'est pas exclu. De la même manière. Mais qui pourra embaucher plus facilement en CDI aussi. On verra. Donc, c'est toujours les effets à court terme. Vous savez, moi, je pense que l'emploi, ça vient pas de là. Hein. Ça vient surtout de l'activité économique et du carnet de commandes. C'est ça qui guide les créations d'emplois. Hein, de la même manière que les accords dans les entreprises à 50%, on risque d'avoir une chute, au moins dans une première période, du nombre d'accords signés. C'est beaucoup plus dur de trouver un accord avec des syndicats qui représentent 50% que 30%. Bien sûr. Les prochains combats, ils vont vite arriver aussi. Oui. Pour FO et pour les syndicats, la réforme de l'assurance chômage, beaucoup de modifications à venir, et aussi la formation professionnelle. On dit que vous réservez vos forces pour pour ces deux échéances-là, avec des lignes rouges qui sont très claires aussi, on l'a bien compris. Oui, qui sont d'ailleurs pour une fois. Enfin, vous savez que la première fois, on s'était vu. Vous réservez pour ces combats-là? Si nécessaire, oui. Je ne sais pas si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe mal, ça se passe mal. Mais des lignes rouges, on parle de lignes rouges. La première fois qu'on s'est vu les 5 secrétaires généraux, on avait dressé des lignes rouges pour le Code du travail aussi. Donc oui, là, les 5 confédérations et les 3 organisations patronales souhaitent conserver une responsabilité, fixation des cotisations et des prestations pour le système d'assurance chômage des salariés. Donc ça, c'est une position et on a demandé à être reçu par les pouvoirs publics cette question. On n'a pas de date encore, mais les négociations... Il y a un risque de baisse des pensions parce qu'il y a quand même l'ouverture du droit aux allocations chômage pour les indépendants, pour celles Qui va payer La question pour les démissionnaires. Oui, démissionnaires et les indépendants. La question, c'est est-ce qu'on a enveloppe constante et est-ce que pour financer ces nouveaux droits, est-ce qu'on ne va pas, et je lis un peu dans votre cerveau, c'est ça l'idée, c'est qu'on n'irait pas rogner un peu les allocations des chômeurs, c'est ça? Oui, comment on va financer? Le risque, il est là. Les indépendants disent, nous on n'a pas les moyens de payer, donc il y a un coût, la démissionnaire c'est un autre coût également, qui va payer? Ça on ne sait pas pour moi. Et si ça se traduit par, je sais pas moi, mise en place de la dégressivité ou réduction du droit des chômeurs ou obligation de prendre n'importe quel emploi au bout de 2 fois, ça passera pas. Bon, ça existe déjà dans la loi, mais c'est pas appliqué ça. Oui, ça existe, mais je pense que on va avoir une vision technocratique de penser que ça puisse s'appliquer comme ça. Bon, puis le risque, c'est ce que les partenaires sociaux souhaitent, c'est conserver, continuer à fixer les cotisations de prestations et les prestations d'assurance chômage. Si l'État reprend la main, c'est dans la base, c'est ce qui a été défendu par le candidat Macron pendant la campagne. Oui, mais bon... ligne rouge pour vous aussi, ça. Oui, ça c'est une ligne rouge, on n'en a pas rediscuté. On pourrait vous voir dans la rue justement là-dessus? Je ne l'exclus pas, ça dépend de ce qu'il se fera. Vous savez, on est pragmatique aussi, hein. On a nos positions, notre cap, après on regarde les choses. Bon, on verra si le gouvernement a évolué ou pas sur cette question, à voir dans les semaines à venir, ça va être rapide. Bon, la seule certitude pour l'instant, c'est qu'on ne verra pas FO, en tout cas on ne verra pas Jean-Claude Mailly le 21 septembre, ça y est, c'est officiel, donc dans la rue pour la deuxième manifestation, à l'appel notamment de la CGT. Merci d'avoir été notre invité, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Au revoir. Au revoir.